RCF. Nous sommes toujours avec Stéphane Eas et Christophe Dargère pour un livre collectif qu'ils ont dirigé aux presses universitaires de Grenoble, La chute des masques. Il est question de stigmatisation et de discrimination. Nous en avons beaucoup parlé dans la première partie. Pour débuter la seconde, je voudrais savoir quelle a été aussi une des origines peut-être de ce travail, la réunion de toutes ces personnes qui ont travaillé sur ce livre, qui présentent des stigmatisations ou des discriminations très différentes d'un cas sur l'autre, l'homosexualité, le HIV, mais aussi comment la ville de Marseille peut être aussi stigmatisée quand elle est forcément associée au crime, à tous l'aspect un peu crapuleux. Ce qui vous intéressait aussi, c'est de voir comment ces assignations, peut-être on va commencer cette fois-ci avec vous, Christophe Dargère, comment ces assignations pouvaient altérer ou conditionner les identités. Alors moi, justement, vous parlez de Marseille, figurez-vous que c'est très intéressant parce que j'en viens là. J'ai passé 3 jours à Marseille pour des raisons professionnelles et j'étais avec un ami sociologue lillois qui me disait il va falloir que j'explique à mes voisins que j'ai pas vu de Kalachnikov et que effectivement à Marseille on peut se promener dans les rues sans risquer sa vie, on n'est pas à Chicago. Et c'est très intéressant de voir finalement comment la discrimination, comment la stigmatisation peut être véhiculée par la presse, par les représentations, par les stéréotypes, les préjugés et toutes sortes de choses qui véhiculent comme ça nos constructions, nos représentations mentales, qui font qu'on a toujours un avis sur quelque chose. Nous, ce qui nous a intéressé, pour en revenir à votre question, c'est que effectivement dans la stigmatisation, on a un point commun, c'est pour toutes les personnes qui sont victimes d'une stigmatisation, c'est qu'on a une altération, une attaque de l'identité, quelle qu'elle soit. Ce qui nous a intéressé, nous, c'était, on n'avait pas la prétention de traiter le problème de la stigmatisation dans sa globalité parce que c'était beaucoup trop présomptueux et beaucoup trop ambitieux de notre part. Très modestement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de cibler, de voir un petit peu quel processus de discrimination pouvait viser quel type de population ou pouvait s'inscrire dans quel type de situation. Et nous avons eu une approche aussi bien macro, c'est-à-dire qui peut concerner une ville, une région, une entité sociale. Donc là, pour le coup, effectivement, vous évoquiez la ville de Marseille. Donc une approche macro qui peut concerner une population d'une ville. Et aussi, on a croisé ça avec une approche très micro, notamment avec le travail de David de Le Breton, qui lui s'intéresse à la stigmatisation du visage et comment est-ce que une cicatrice, comment est-ce que un stigmate, pour le coup, qui est dans son vrai sens, là, c'est-à-dire un attribut qui peut être porté, mais physiquement par une personne, comment ce stigmate-là peut être source de dégradation de l'identité. Voilà, et c'est ce qui nous a intéressé. Donc Laurent Mucchielli nous a fait un texte magnifique sur effectivement le Marseille bashing. Laurent, lui, est originaire de Marseille, et il enseigne là-bas, et effectivement, il nous a montré par A plus B dans son joli texte qu'il n'y a pas plus de discrimination, il n'y a pas plus, de délinquance et de criminalité à Marseille qu'à Paris, mais qu'il était relativement facile de taper sur la population marseillaise et de véhiculer tous les clichés possibles et imaginables sur cette très jolie ville, parce que, voilà, quand les projecteurs finalement sont braqués sur la ville de Marseille, eh bien ils ne sont peut-être pas sur la ville de Lyon, sur la ville de Paris. Donc c'est relativement commode de taper sur Marseille. Voilà, donc on a une approche là qui nous montre comment finalement on peut arriver à stigmatiser une population, comment on peut construire comme ça un processus de stigmatisation sur des identités collectives. Là, en l'occurrence, la population marseillaise. Alors, cependant, voilà. Christophe Dargère, je me permets de vous interrompre et peut-être de nuancer votre propos. On sait qu'à Marseille, il y a quand même une criminalité assez importante. On sait aussi qu'il y a des vraies difficultés avec certains quartiers dans la manière dont ils peuvent vivre avec les autres quartiers. Donc, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que tout ce qui est dit discrimination est vraiment discriminant, ou est-ce que le mot discrimination peut parfois être utilisé comme étant un outil de défense d'une vulnérabilité qui viendrait masquer des véritables problèmes? Oui, je pense que là effectivement, votre question est pertinente aussi. Effectivement, discrimination permet c'est comme un package finalement qui permet de pouvoir aussi
j'allais dire excusé, mais c'est en aucun cas le terme, mais qui permet du moins politiquement de donner des alibis d'échec d'une politique d'urbanisation, d'une politique d'intégration des minorités. Et voilà. Moi, ça me permet de rebondir sur actuellement, il y a une campagne de publicité, une campagne d'information, de sensibilisation qui paraît sur les grands écrans, sur les grandes chaînes publiques et peut-être privées d'ailleurs. J'ai vu que c'était sur France 2 et France 3, peut-être que ça l'est sur TF1, par rapport justement aux différentes formes de discrimination et différentes populations qui sont discriminées. Et cela, je suis... voilà, il me semble que c'est lié à toute la discrimination qui émane donc des attentats de l'année dernière, et nous avons donc des spots qui nous montrent comment la xénophobie peut effectivement s'inscrire dans les situations de vie quotidienne à l'encontre des personnes juives, à l'encontre des personnes maghrébines, à l'encontre des musulmans. Et donc c'est vrai que cette campagne est extrêmement intéressante, et je la salue et je trouve extrêmement pertinente, mais je regrette, moi, qu'il n'y ait pas effectivement aussi un spot qui pourrait évoquer le racisme anti-chrétien. Voilà, je mets toujours en garde, moi, contre une sélection des discriminations, finalement, parce qu'effectivement, à la base, la discrimination, cela concerne des minorités, mais quand on est dans une sélection de discrimination, finalement, est-ce qu'on ne discrimine pas non plus? C'est une question que je pose. Ah bah, Stéphania, ça aura peut-être vous n'allez pas y répondre, mais en tous les cas, ça peut revenir aussi sur le rapport de pouvoir qui est au cœur de votre livre de la discrimination. Finalement, le pouvoir décide aussi ce qui est, essaie de réglementer, parfois de résoudre la discrimination, mais choisit aussi qu'est-ce qui est discrimination pour lui. Oui, il y a toujours soit un risque d'instrumentalisation, ou en tous les cas d'organisation de la discrimination. Si on veut vraiment faire œuvre de sociologie, on sait pertinemment, par plein d'enquêtes depuis des dizaines d'années, qu'il y a des institutions discriminent normalement au sens statistique du terme. De ce point de vue-là, effectivement, on peut être inquiet sur la liberté de certaines populations à pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que le fléchage, le ciblage de certains... mais c'est difficile, hein. J'ai jamais réalisé et écrit de campagne de prévention, mais le ciblage risque toujours de tomber un petit peu à côté, quoi. Et donc, si moi je parle à titre personnel, non plus en tant que scientifique, on a parlé des différentes religions. Il y a les groupes athées, par exemple, ont une difficulté à se faire reconnaître comme une minorité, à supposer qu'ils soient minoritaires, parce que il faudrait des statistiques qui soient précises. Dans les sondages, quand même. Oui, mais est-ce que la probabilité, la propension à se déclarer athée est peut-être encore délicate dans certains lieux? Je pense à la Bretagne, Pays de Loire, l'Alsace. Il y a des endroits en France où c'est peut-être plus facile de se déclarer athée. Quand je l'évoque, par exemple, un peu par provocation en enseignement, en amphi, je vois bien qu'il y a des réactions qui sont classiques, en fait, d'attachement religieux. Donc c'est vrai que c'est différent au nord de la Loire, au sud de la Loire. Donc il y a toujours du pouvoir, en fait. Il y a toujours un contrôle de l'information. Même quand on veut sensibiliser une ouverture vers la différence, quel que soit le type de la différence, vers l'autre avec un grand A, il y a toujours le risque que tel gouvernement, tel groupe de pression téléguide un petit peu le gouvernement dans une prévention de ce type de violence. Je pense bien sûr à l'antisémitisme ou au racisme sous quelque forme que ce soit. Donc l'impact sur la personne, moi c'est ce qui m'intéresse le plus en tant que sociologue, plutôt, j'irais dire, sociologue sensible, expérientiel sur les vécus. Et c'est vrai que là, cet impact-là, malheureusement, il est redoublé par le pouvoir de discrimination normale d'une institution. C'est-à-dire que les personnes ont intériorisé cette discrimination et se stigmatent au point de se dévaluer et d'avoir une estime de soi altérée. Vous écrivez que ça en fait un compagnon de vie. Alors, je crois que le propos est repris de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce que vous écrivez... Oui. Et un compagnon de vie à vie, si on veut jouer sur les mots. Et c'est ça. Pas d'espoir de guérison ?
ou de correction. Heureusement, si, mais encore une fois, la propension à s'extraire de cette domination discriminatoire est très très variable. Quand je vous l'évoque, que je peux l'indiquer, par exemple en cours, tout le monde ne peut pas exposer ses revendications devant un public, à la radio, etc. Et là encore, malheureusement, les différences socioculturelles et économiques jouent à plein, quoi. On a finalement parlé de votre livre, mais aussi on a prolongé finalement ce qu'il y avait dans votre livre, dans cette conversation avec vous, Stéphanias et Christophe Darger, je vous rappelle. Donc, vous co-dirigez ce livre collectif, La chute des masques, paru aux presses universitaires de Grenoble. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Et on peut retrouver cet entretien en podcast sur notre site rcf.fr.